Bonsoir à tous. Bonsoir Brigitte Giraud. On vous écoute. Bonsoir. La maison était devenue le témoin de ma vie sans Claude. Une carcasse qu'il m'avait fallu apprendre à habiter et dans laquelle j'avais abattu des cloisons avec de grands coups de masse à la hauteur de ma colère. C'était une maison un peu bancale avec son terrain à défricher que nous avions espéré transformer en jardin. Au lieu de rénover, j'avais eu l'impression de défoncer, de saccager, de déclarer la guerre à ce qui me résistait, le plâtre, la pierre, le bois, des matières que je pouvais martyriser sans que personne me jette en prison. C'était ma vengeance minuscule face au destin, mettre des coups de pied dans la tôle d'une porte battante, des coups de cisaille dans une toile de jute crasseuse, casser des vitres en poussant des cris. Tout en tentant de préserver un cocon au cœur du chaos pour que notre fils y dorme à l'abri, un petit terrier aux couleurs vives, avec des couettes et des oreillers de plumes, des dessins accrochés malgré tout au-dessus du lit, et de la moquette épaisse, un rempart contre la peur et les fantômes de la nuit. Au fil des ans, j'ai fini par apprivoiser cette maison que j'avais prise en grippe, après avoir habité les lieux en somnambule. Après avoir confondu le matin et le soir, j'ai cessé de me cogner au mur et j'ai commencé à les repeindre. J'ai arrêté de massacrer les cloisons et les faux plafonds, de considérer chaque mètre carré comme une puissance ennemie. J'ai calmé ma furie et j'ai accepté d'enfiler le costume d'une personne fréquentable. Il me fallait revenir au marché des vivants. Celui qui disait que j'étais veuve, je le passais au lance-flammes. Sidéré de chagrin, oui. Veuve, non. Mais il me fallait encore venir à bout des mauvaises herbes qui envahissaient le jardin. Pendant des mois, j'ai arraché tout ce qui me passait sous la main en des gestes répétitifs et inquiétants. J'ai appris le nom du chien-dent officinal, de l'ortie brûlante et du pourpier, que j'ai fait flamber dans des brasiers clandestins à la nuit tombée. J'ai éradiqué les plantes invasives comme l'ambroisie et le lierre qui rampait dans l'ombre. Et, à force de traquer les indésirables, j'ai éclairci la parcelle de terrain en même temps que je chassais les ombres sous mon crâne. Petit à petit, je me suis mise à habiter bourgeoisement les lieux, comme l'enjoignait l'une des clauses du contrat d'assurance que j'avais souscrit pour nous protéger en cas d'incendie, de dégâts des eaux ou de cambriolage. Un malheur n'en a jamais empêché un autre, selon la fameuse loi de Murphy, qui ne m'avait pas échappé. Je devenais moins enragée, et je parvenais à dessiner les plans des deux niveaux tels que nous les avions imaginés, Claude et moi. Je savais exactement ce qu'il aurait aimé, les matériaux auxquels il avait songé. Je consultais les pages que nous avions cornées dans le catalogue La Paire. J'avais fini par retrouver mes esprits, puis par rencontrer les artisans qui viendraient couler une dalle, changer une poutre ou carreler un sol abîmé, qui viendraient refaire la salle de bain ou installer le chauffage central. Peut-être qu'un jour, j'aurai à nouveau envie de prendre un bain. Il m'est arrivé d'éprouver du plaisir en choisissant une couleur, en harmonisant une peinture avec le bois d'une porte. Il m'est arrivé de trouver belle la façon dont la lumière rasante entrait dans la cuisine juste avant le repas du soir. Mais je ne comprenais pas à qui s'adressait cette lumière. Je préférais les jours de pluie qui, au moins, ne prétendaient pas me divertir de ma tristesse. J'avais décidé que la maison serait ce qui me relierait à Claude, ce qui donnerait un cadre à cette vie nouvelle que notre fils et moi n'avions pas choisie. Il s'agissait encore de notre fils, alors qu'il faudrait apprendre à dire « mon fils », comme il me faudrait finir par dire « je », à la place de ce « nous » qui m'avait porté, ce « je » qui m'écorchera, qui dira cette solitude que je n'ai pas voulu, cette entorse à la vérité. J'ai maintenu l'idée de créer le petit studio d'enregistrement dont Claude avait envie depuis longtemps, une pièce insonorisée où il avait espéré pouvoir s'isoler pour travailler et qui aurait contenu les instruments qu'il possédait, une basse, une guitare et le synthétiseur qu'il venait juste d'acquérir, sur lequel il pianotait avec un casque sur les oreilles.
J'avançais patiemment. Il me faudrait presque 20 ans pour venir à bout de toutes les pièces, toutes les surfaces. Je n'ai changé les fenêtres que l'an dernier. Je viens juste de repeindre les volets. Si j'avais su, toute cette peine pour qu'un promoteur finisse par tout raser. Je n'ai jamais fait ravaler la façade, toujours dans son jus un peu sale. Cela coûtait trop cher. Je n'ai jamais fait poser la terrasse de bois comme nous l'avions projeté. J'ai eu tellement raison. Ce qui m'importait était autre. Je n'étais obsédée que par une chose que je tenais secrète pour ne pas effrayer mon entourage. Je n'en parlais pas, ou plutôt je n'en parlais plus, parce qu'au-delà de 2 ou 3 ans, cela aurait semblé suspect que je m'entête à vouloir comprendre comment était arrivé l'accident. Un accident dont on n'a jamais expliqué la cause, ce qui fait que mon cerveau n'en a jamais fini de galoper. Il m'avait fallu tout ce temps pour savoir si ce mot « destin » que j'entendais prononcer ici ou là avait un sens. Au moment où je suis obligée de quitter les lieux pour qu'une route soit construite à la place de la maison, il me faut faire un dernier point qui me permettra de clore l'enquête. C'est un comble qu'une route me passe dessus après que Claude est mort sur la route. Une route au moment où la planète crève de toutes ces routes qui accélèrent les émissions de gaz carbonique. Claude aurait ri de cette ironie du sort. Le livre du critique rock américain Lester Bangs qu'il était en train de lire, posé au pied du lit, avec cette phrase de Lou Reed, d'abord attribuée à James Dean, vivre vite, mourir jeune, que j'avais repéré, a comme titre « Psychotic Reaction et autres carburateurs flingués ». Une histoire de carburateur, on n'en sort pas. Je fais une dernière fois le tour de la question, comme on fait le tour du propriétaire, avant de fermer définitivement la porte, parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si mon grand-père ne s'était pas suicidé au moment où nous avions besoin d'argent, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage, si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances, si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris, si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour, si j'avais eu un téléphone portable, si Stephen King était mort dans le terrible accident qu'il avait eu 3 jours avant Claude, s'il avait plu, si Claude avait écouté Don't Panic de Coldplay et non pas Dirge de Death in Vegas avant de quitter le bureau, si Claude n'avait pas oublié ses 300 francs dans le distributeur, si Denis R. n'avait pas décidé de ramener la 2 chevaux à son père, si les journées qui ont précédé l'accident ne s'étaient pas emballées dans une suite d'événements tous plus inattendus les uns que les autres, tous plus inexplicables. Et surtout, pourquoi Tadao Baba, cet ingénieur japonais plein de zèle, qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence alors qu'il vit à 10 000 km? Pourquoi la 900 CBR Fireblade, lame de feu, fleuron de l'industrie japonaise, sur laquelle roulait Claude ce 22 juin 1999, était-elle réservée à l'exportation vers l'Europe et interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse? Je reviens sur la litanie des si qui m'a obsédée pendant toutes ces années et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. Quand aucune catastrophe ne survient, on avance sans se retourner, on fixe la ligne d'horizon droit devant. Quand un drame surgit, on rebrousse chemin, on vient hanter les lieux, on procède à la reconstitution. On veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision. On rembobine 100 fois. On devient le spécialiste du cause à effet. On traque, on dissèque, on autopsie. On veut tout savoir de la nature humaine, des ressorts intimes et collectifs qui font que ce qui arrive arrive. Sociologue, flic ou écrivain, on ne sait plus, on délire, on veut comprendre comment on devient un chiffre dans des statistiques, une virgule dans le grand tout,
alors qu'on se croyait unique et immortel. Merci. Merci Brigitte Giraud. Donc c'est les premières pages de ce livre magnifique, je trouve, Vivre vite, chez Flammarion, qui donc raconte un événement tragique qui s'est déroulé il y a une vingtaine d'années. Votre compagnon, Claude, en tout cas Claude dans le livre, qui était aussi le père de votre fils, est décédé juste avant d'aménager dans une maison que vous allez quitter. Alors c'est marrant parce que le livre il démarre sur cette maison qui est presque un personnage au fond à l'intérieur. Pourquoi vous publiez ce livre 20 ans après le décès? C'est le fait de quitter la maison qui a fait que vous êtes revenu sur cet événement? Alors je savais qu'un jour j'écrirais un livre qui ferait en quelque sorte le tour du propriétaire comme je l'écris. Il fallait vraiment que je prenne le temps, que je sois sortie de ce que j'appelle le fracas et la zone de turbulence, que je puisse être à la bonne distance et que je puisse reprendre en main, si je peux dire, mon histoire, ma propre histoire. Et il m'a fallu attendre tout ce temps. C'est vrai que ça peut paraître long, mais pour écrire un livre, il faut, ce livre-là particulièrement, il faut être en pleine possession de ses moyens, de son énergie, de son cerveau, et être capable de revenir, de revenir sur les lieux, sur les événements, et de écrire, c'est faire des liens en fait entre les différentes étapes et tout ce qui s'est passé. Donc j'ai attendu tout ce temps parce que il me fallait mener l'enquête, et il me fallait mener différentes sortes d'enquêtes. Une enquête à la fois intime, plus intérieure, une enquête plus collective, voire sociologique, une enquête sur l'époque, une enquête sur les lieux, sur la façon dont on circule dans une ville, une enquête sur la fameuse moto et la firme Honda, sur laquelle peut-être on reviendra. Et il me fallait être capable d'embrasser toutes ces données et de les organiser de façon cohérente, de façon fluide, de façon... je voulais pas être dans l'urgence. Je voulais vraiment que le temps soit venu. Et ce qui a mis en effet le feu aux poudres, c'est l'étincelle, la fameuse étincelle du carburateur en fait. C'est que je vis dans un quartier, comme sûrement vous tous dans vos quartiers, dans une ville qui est la ville de Lyon, qui est vraiment la proie des promoteurs de façon de plus en plus cruelle et j'allais dire sadique presque. C'est totalement terrifiant. Et le fait qu'il y ait une menace très intense qui pèse sur le quartier et la maison qui est véritablement cernée par des promoteurs et l'idée de devoir me séparer de ce lieu. Quand vous devez quitter un lieu ou vous projetez dans l'idée de quitter un lieu, ce qui se passe, c'est très particulier. Parce que vous êtes obligé de vous poser la question de savoir vers quoi vous allez vous projeter. Ça veut dire que ça clôt peut-être un moment de l'existence. Et c'est vrai que ce lieu, symboliquement, il était très fort puisque c'était un projet que nous avions à deux et que j'emménage dans la maison 3 jours après l'accident. Donc ce qui était attaché à la nouvelle vie, à l'énergie, à l'électricité qui nous traversait dans l'idée de rénover, de construire. Et finalement, c'était vraiment inversé, c'était le pôle inverse, c'est-à-dire le lieu était devenu comme ce que je dis au début du livre, presque comme pas loin d'un tombeau en fait. Le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quelque chose comme ça. Et là, l'idée de devoir quitter ce lieu, ou imaginer que je dois quitter ce lieu 20 ans après, m'oblige à me reposer la question de savoir ce que je garde. Quitter un lieu, ça veut dire, c'est très concret en fait. C'est qu'est-ce qu'on garde des objets, des siens, ceux de l'autre.
Est-ce qu'on continue de porter sur son dos ce qui appartient à l'autre, c'est-à-dire les instruments de musique, la collection de disques, et puis il y a des choses beaucoup plus symboliques qui sont attachées au lieu. Et les maisons jalonnent quasiment tous les livres que j'ai pu écrire. Mais voilà. Pourquoi c'est aussi important, les lieux chez vous et les maisons? Ça dépasse le simple fait d'habiter. J'ai l'impression que vous racontez autre chose à chaque fois. Il y a quelque chose de plus ancien qui date d'avant l'accident. Alors, ce livre raconte aussi, et je m'en suis rendu compte en l'écrivant, j'en ai pas pris conscience avant, raconte aussi la vie de jeunes gens qui se sont rencontrés jeunes, qui vivaient dans une banlieue, qui ont eu le désir d'arriver dans le centre-ville, le cœur d'une ville où tout se passait, c'est-à-dire la musique, les cinémas, les cafés, la vie qui palpite. C'est aussi le récit, et puis qui petit à petit ont eu envie de s'installer dans des lieux de plus en plus confortables, de plus en plus adaptés, comme on fait tous. Et c'est aussi le récit de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une boboisation. Je ne sais pas quel était le mot avant. Oui, peut-être un embourgeoisement, entre guillemets, en fait. Ça raconte un peu ça, ce qui est nos vies. J'ai l'impression de ne pas être la seule à avoir vécu ce genre de choses. Et puis, il y a un moment où il y a ce qu'on appelle l'accession, ce truc horrible, l'accession à la propriété. Et l'idée de posséder un lieu, je me rends compte véritablement que ce n'est pas forcément quelque chose d'idéologique. En étant plutôt très à gauche, ça m'a intéressé d'explorer aussi la façon dont on se sent placé, positionné idéologiquement, et la façon dont on agit, qui parfois n'est pas tout à fait raccord. Et moi, j'aime bien être assez raccord dans mes pensées, dans mes actes. Et là, l'idée d'acheter une maison, même si c'était plutôt une maison très décatie et rénovée, il n'empêche que c'était faire un prêt à la banque et se comporter en personne très, très responsable et bourgeoise, en fait. Et je me rends compte aussi qu'il y a un paradoxe, c'était acheter une maison ou acheter un appartement, c'est quand même vouloir se mettre à l'abri, c'est se protéger du monde, tout en permettant que le monde puisse pénétrer dans la maison. L'idée, c'était d'avoir une chambre ou deux qui puissent recevoir des amis, etc. Et en voulant se protéger, en voulant se mettre à l'abri, finalement, c'est comme si, je vais dire parce que ce délire de maison et ce délire immobilier, c'était moi. C'est aussi pour ça que le livre me permet de faire un point global sur cette névrose immobilière, que j'appelle comme ça. Mais je sais que je ne suis pas seule, donc je peux y aller gaiement dans cette obsession de quête du lieu idéal, quête sans fin par définition. Et je me rends compte aussi que ce désir d'acheter ce lieu qui n'était pas à vendre, qui me résistait, plus ça me résistait et plus j'avais du désir pour ce lieu. Là aussi, c'est extrêmement intéressant, évidemment. On est tous très conscients de ça. Et je me rends compte là que ça vient de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je vois mes ancêtres, je vois les ancêtres de Claude. Lui était né en Algérie, avait été mis sur le bateau de l'exil, enfin ce qu'on appelait le rapatriement à 4 ans et demi, avec sans arrêt des lieux dont il était expulsé. Et moi, ma lignée familiale, c'est la même chose, mais par rapport à une lignée plus paysanne, d'exode rural, de guerre, de métayers et de gens. Mon grand-père maternel qui s'est suicidé a été exproprié. Il était dans une petite maison près du Rhône, au sud de Lyon, le site a été racheté par Rhône Poulenc. Maintenant, c'est Sanofi Aventis, d'une façon extrêmement violente. Ils ont été expropriés d'une façon très violente. Je l'avais presque oublié. Et en écrivant, je me rends compte que finalement, vouloir s'ancrer dans un lieu qui serait notre lieu, qui nous ressemblerait et qu'on construirait à notre image, vient sans doute de beaucoup plus loin. Et c'est là que ça devient, à mon avis, intéressant. Mais oui, parce qu'effectivement, on pourrait penser, quand on ouvre le livre, que vous allez juste nous parler de Claude et de vous. Et en fait, on voit déjà là, en discutant 10 minutes, qu'il y a plein de choses, quoi. On arrive à parler de Rhône Poulenc, enfin, on ne s'attendait pas à ce truc, mais c'est fou, parce qu'effectivement, c'est tout un milieu social qui est raconté, c'est toute une histoire, c'est une partie de l'histoire du pays aussi.
Donc voilà, c'est intéressant parce que, et vous le dites, je crois, c'est pas seulement un livre de deuil. C'est pas un livre de deuil, en fait. C'est autre chose que vous avez voulu faire. Non, c'est pas un livre de deuil. Le premier livre que j'ai écrit il y a 20 ans, À présent, était un livre qui n'était pas vraiment un livre de deuil non plus. Mais je sais pas ce que c'est un livre de deuil. Je sais même pas ce que c'est que le deuil, en fait. Mais À présent, c'était plutôt un livre de la sidération, de la déflagration, du fracas. Un livre que j'ai écrit à peu près 18 mois après l'accident, qui essayait de rendre compte de la façon dont on peut réagir face à... Alors la moto s'appelait Fireblade, lame de feu, donc face à une lame de feu qui coupe votre vie en deux, ou même une lame de fond, quelque chose qui vient de loin et qui se propage comme ça. C'est des images qui sont très fortes, mais qui sont sur lesquelles je m'appuie aussi pour écrire. Donc ça, c'était très particulier. Là, ce livre-là, Vivre vite, c'est davantage essayer de comprendre comment nos existences s'articulent. C'est plus une généalogie de l'accident, un arbre généalogique qui fait que tous nos choix, à un moment donné, les choix qu'on est tous amenés à faire, consciemment ou inconsciemment, des grands choix spectaculaires comme avoir des enfants, pas avoir des enfants, ou des petits choix tout bêtes, savoir à quelle heure on part du bureau, comment tous ces choix mis bout à bout depuis une vingtaine d'années, finalement, conduisent à une catastrophe. Tout en disant que s'il n'y a pas catastrophe, on ne va pas enquêter sur ce qui s'est passé avant. Et j'avais comme modèle pour écrire le travail d'artistes que vous connaissez sans doute. C'est un duo d'artistes suisses, Fischli et Weiss, dont l'un des deux est mort il n'y a pas très longtemps, qui ont construit dans leurs ateliers avec des objets qu'ils ont trouvés dans l'atelier, donc tout un tas d'objets du quotidien, ce qu'ils ont appelé le cours des choses, der Läufe der Dinge, dans leur langue originale. Et ils ont mis en place des installations. Vous pouvez voir ça sur YouTube, c'est super fascinant, c'est très fascinant. Avec, c'est ce qu'on appelle l'effet domino et je me suis vraiment basée là-dessus pour écrire. Vous avez par exemple une petite bille qui roule dans une rigole, qui va tomber dans un bol d'eau, l'eau va déborder, qui va créer un petit cours de quelque chose, qui va entraîner une turbine, etc., etc., etc. C'est totalement fascinant parce qu'en fait, on espère que tout va marcher, mais quelque chose dans l'arrière de votre cerveau espère que quelque chose va dérailler. Et c'est quand même le cours de ce qu'on appelle ça, on dit le rapport de cause à effet, le concours de circonstances, le cours des choses, et pour pas dire le destin. De l'autre côté, il y a le destin, le mektoub, le hasard, les coïncidences, voilà. Donc ce livre essaye d'englober tout cela. Mais comment vous l'avez construit? Parce que donc on a écouté le début, il y a cette introduction, vous nous parlez de la maison, puis il y a ce que moi j'appelle la page des si. Si le grand-père n'était pas mort, s'il n'y avait pas eu la moto dans le garage, etc. Et ensuite, chaque ligne est reprise, c'est un titre de chapitre à chaque fois. Donc tous les si donnent chacun un chapitre. Je ne sais pas si je suis très claire, mais vous pouvez lire le livre et vous verrez. Comment vous avez conçu cette structure-là? Alors, je l'ai construite justement en m'appuyant sur le travail de Fischli et Weiss. Quasiment tous mes livres s'appuient au moins au démarrage sur le travail, soit d'écrivains, soit d'autres personnes qui ont travaillé avant moi. Le fameux livre dont je parlais tout à l'heure, À présent, que j'ai écrit 2 ans après l'accident, la première phrase, c'est « Ce soir, Claude est mort ». Et je n'aurais pas été capable de poser cette phrase si je n'avais pas lu longtemps auparavant L'étranger de Camus, qui est un auteur très important pour Claude parce que, comme lui, venant d'Algérie, etc., etc., s'il n'avait pas écrit « Aujourd'hui, maman est morte » ou peut-être « Hier ». Alors, sans comparaison du tout avec Camus, c'est pas du tout la question, mais en fait, quand on écrit ou quand on travaille, en tout cas moi, j'ai besoin de me faire épauler, j'ai besoin de m'inscrire
dans ce qu'on fait, mais dans ce que font mes contemporains ou ce qu'ont fait des écrivains ou des artistes avant moi. Donc là, c'était Fischli et Weiss avec ce modèle de mécanique assez hasardeuse, mais en même temps très, très précise. C'est un livre dont j'ai conscience qu'il y a quelque chose d'assez obsessionnel qui est à l'œuvre, comme un puzzle qu'il me faut combler, comme une enquête méthodique avec des petites choses et des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus collectives, comme celle qui parle de la mondialisation, celle qui parle de, par exemple, ce qu'est une famille, ce qu'est un couple. Il y a un chapitre aussi plus avant dans le livre qui pose la question aussi de qu'est-ce que c'est que de vivre en province et d'avoir son éditeur à Paris. Et bon, c'est un petit peu moins c'est un petit peu moins valable aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, puisque j'ai changé la date de mon déplacement à Paris et que ça fait partie des choses qui ont joué, on va dire, dans l'enchaînement malheureux des événements. Et je questionne, ça me permet de questionner tout ça. Qu'est-ce que c'est que de vivre en province? Qu'est-ce que c'est que de devoir prendre un billet de train, de devoir loger chez une amie à Paris, puisque là, c'est la soirée, je vais vous lire cet extrait, je crois, plus tard, sur la soirée à Paris où je dois passer un coup de fil, où je ne fasse pas ce coup de fil. L'écrivain qui vit en province, c'est aussi celui dont... on sait quand on vit en province qu'on génère des notes de frais. C'est idiot, mais c'est vrai. Donc il y a tout ça, c'est une espèce d'arrière-plan qui dessine. Je voulais vraiment pas être seule. Ce livre n'est pas un livre de l'intime. On a dit beaucoup que c'était un livre de l'intime, mais l'intime n'est intéressant que s'il résonne avec le collectif. Soit la vie d'un individu en particulier n'est pas intéressante. Elle est intéressante que quand elle est à la croisée d'une époque, du lieu dans lequel on vit et d'une histoire qui est plus grande que soi. Non, mais ça, c'est politique. Oui, c'est politique, évidemment, mais de toute façon, je crois qu'il y a une phrase, je crois que je l'ai enlevée, je ne sais plus maintenant ce que j'ai gardé, ce que j'ai enlevé, mais il y a un moment, il y avait une phrase qui disait une mort prématurée est toujours politique. Je crois que je l'ai gardée. Je l'ai retravaillé autrement, mais sous une autre forme. Ouais. Et c'est pour ça que je crois que j'ai écrit ce livre. Finalement, c'est ça, en fait. Je me rends compte en le disant. Pour explorer la chose politique de la mort prématurée, qui est tout sauf naturel. Naturel, c'est pas le mot, mais logique. Oui, et puis c'est pas seulement un événement privé. Ça implique plein de choses, au fond. Ouais, c'est ça. Vous pouvez nous lire le petit extrait ? Chapitre 10. Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour. Quelque chose me retenait d'appeler. Je différais. Je regardais en direction du combiné téléphonique sur l'une des étagères du bas de la bibliothèque, mais je ne parvenais pas à interrompre Hélène qui me racontait des choses intimes sur son existence, sa nouvelle vie parisienne, ses émois amoureux. Je n'osais pas me lever et lui demander si je pouvais utiliser son téléphone. J'avais peur qu'elle trouve cela ringard et même envahissant, qu'une fille à peine éloignée depuis une poignée d'heures éprouve le besoin d'appeler son compagnon. J'avais peur sans doute qu'elle me juge comme on juge parfois les couples hétéros, dont on dit aujourd'hui qu'ils sont hétéronormés, et qu'elle imagine que je ne pouvais pas me sentir libre, seule loin de lui. Ce qui ajoutait à ma crainte, qui n'en était pas une, mais seulement une vague sensation qui me traversait, était qu'elle croit que je me sente obligée d'appeler parce que j'avais un enfant, et qu'elle constate, ou plutôt vérifie, que les mères, séparées de leur progéniture, ne sont rien. Comme sur les couples hétéronormés, il court aussi des clichés sur les mères qui ne sauraient pas vivre loin de leurs enfants, qui n'auraient aucun autre sujet de conversation que leurs gosses, d'autres préoccupations. Et il faut dire que cela n'est pas totalement faux.
J'ai lu récemment un texte de la lacanienne Dominique Guillemard dans La folie maternelle ordinaire qui pose la douce question de savoir si l'on peut être mère sans être folle. Voilà, comme ça c'est dit. Hélène n'avait ni homme ni enfant. Je ne voulais pas la polluer avec ma possible folie maternelle qui me fournit après coup un début d'explication. Mais si je suis honnête, je ne voulais pas interrompre ce qu'elle me racontait de ces choses de l'amour qu'elle vivait et qui rendaient la soirée palpitante. Nous étions en pleine complaisance, en pleine régression de copines qui se retrouvent. Et j'avais aussi simplement la flemme de me lever, une bonne grosse flemme. Je me disais malgré tout, maintenant tu appelles. C'était là, maintenant, qu'il fallait téléphoner. Ce coup de fil, je ne pouvais pas le deviner. Ce coup de fil aurait sans doute changé le cours de notre existence. Il était à présent plus de 22 heures, et là c'était le moment, c'était l'exact moment où je pouvais faire irruption dans la soirée de Claude, qui avait dû baisser le volume de la musique et buvait peut-être une bière en rédigeant un article. Mais je n'osais pas davantage interrompre les paroles que me confiait Hélène, qui me gratifiait d'une confiance flatteuse. Je ne pouvais pas, au milieu d'une phrase, au beau milieu d'un récit où elle savait ménager le suspense, alors qu'elle essayait de faire le point sur ses sentiments envers cette femme qu'elle venait de rencontrer, je ne pouvais pas me lever en lui signifiant que j'avais mieux à faire que de l'écouter. « Pardon, tu m'intéresses, mais j'ai la tête ailleurs. Excuse-moi, un truc à régler. » Je n'osais pas parce que les communications entre Paris et Lyon coûtaient cher et que téléphoner, même après 21h30, voulait dire demander une nouvelle faveur à mon ami qui déjà me logeait et me nourrissait, même si je sais que cette excuse bidon n'en est pas une. Disons que c'est un ensemble, un faisceau de micro-raisons qui, mises bout à bout, commençaient à constituer un empêchement de téléphoner. Comme les micro-événements survenus depuis une semaine finissaient par tisser une toile suffisamment serrée pour qu'ils conduisent inexorablement à l'accident. La vraie raison, je la connais. Il est possible que ce soit cette vraie raison, et elle seule, qui m'ait empêché de téléphoner. Comment m'y prendre pour être crédible, et en premier lieu vis-à-vis de moi-même? Ce qui m'a empêché de me lever du canapé entre 21h30 et 22h30, c'est un sentiment particulier qui montait en moi depuis plusieurs années, conditionné par l'époque dans laquelle nous vivions, et qui disait que les pères devaient conquérir une nouvelle place dans leur foyer. On disait tant des mères qu'elles sont autoritaires et dévorantes, en plus de la folie que je viens d'évoquer, que j'essayais de me tapir parfois dans un coin, ne sachant jamais si j'en faisais trop ou pas assez. J'essayais de laisser la place. La presse la plus sérieuse était remplie de ces articles qui regardaient les pères sous un jour nouveau, les intimant de devenir ce qu'on a appelé à cette époque les nouveaux pères, autrement dit des êtres moins virils, moins distants, moins absents, des êtres moins coincés entre leur travail et leur soirée devant la télévision, selon le cliché qui représentait le français moyen des générations précédentes. Il fallait inventer cette place nouvelle. Il fallait que les femmes partagent ce qu'elles espéraient et redoutaient en même temps. Il fallait qu'elles cèdent à des désirs antagonistes, ou plutôt des injonctions, celles dictées par leur propre mère, par cette société qui évoluait, par leurs propres convictions, pour ne pas dire leur propre névrose. Cela faisait beaucoup de monde à contenter. Ce soir-là, chez Hélène, c'est sans doute ce qui m'a empêchée d'agir. Je me souviens de cette phrase qui m'avait percutée, qui disait dans ma tête « Laisse les garçons tranquilles, laisse-les se débrouiller », dans une attitude féministe, dans une volonté d'affirmer mon indépendance. Je voyais l'heure tourner, je me disais que Claude écrivait l'article sur P.G. Harvey à l'occasion du concert qu'elle devait donner au Transborder de Villeurbanne. Je l'imaginais en train de fumer, la fenêtre grande ouverte, sur le mois de juin, entre l'écriture de 2 paragraphes, avec sans doute les accords lointains de la fête de la musique qui se propageait dans la rue. Je le voyais remettre sur la platine le dernier album de P.J. Harvey, Is This Desire, écouter cette voix et ses accords de guitare attentivement et préparer les questions de l'interview qu'il avait envisagée. Je me disais qu'il fallait que j'appelle malgré tout. Je n'étais pas totalement en paix. J'avais lâché l'affaire un peu vite. Mais à force de tergiverser, il était bientôt 23 heures.
Cela devenait presque risible. Passer un coup de fil aussi tard pour donner une info aussi minime. Claude avait prévu d'aller chercher son fils, et sans doute que cela lui faisait plaisir. C'est ce que je finis par découvrir. Oui, aller chercher son fils à l'école n'était pas une corvée, mais une joie. Évidemment que c'était une joie. Comment n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Je décidais que cela ne me regardait pas. C'était leur vie, c'était demain. Claude était adulte, l'affaire était réglée. Alors là, tout y est. Moi, j'ai un de mes passages préférés, sans doute, parce que c'est fou quand vous arrivez à raconter toute une époque. C'est pas seulement étudier les relations de couple, à la fois c'est les relations mère-fils, à la fois c'est les relations de couple, et c'est toute une époque là qui ressurgit. Ah oui, c'était le XXe siècle, où quand on dit à des jeunes gens aujourd'hui qu'il y avait une tarification téléphonique, qu'il y avait des zones, que la notion de forfait n'existait pas, ça nous renvoie à un moment où tout avait du prix, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que... vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas à tort et à travers, on mesurait, on attendait le bon moment, mais ça veut dire aussi autre chose, c'est-à-dire que c'était avant le grand tournant numérique et avant la possibilité de passer un texto. Et c'est vrai que passer un texto est quelque chose qui ne mobilise pas le corps tout entier, qui ne mobilise pas l'énergie tout entière. Passer un coup de fil, ça veut vraiment dire qu'il faut faire agir la voix, et on sait vraiment, comme la voix est quelque chose qui dit beaucoup de son état, de son intériorité, de son intimité, et j'allais dire, de l'engagement. Passer un coup de fil, c'est interrompre la situation dans laquelle on est, c'est se projeter ailleurs, et c'est aussi faire irruption dans la vie de quelqu'un, et éventuellement devenir intrusif. C'est très passionnant à observer, en fait. Enfin, dans ce cas-là, hélas, très passionnant, mais ça l'est. Et le texto, aujourd'hui, nous sort de ce piège, mais nous tend un autre piège. Voilà, donc ce livre est aussi là pour observer. Je ne l'avais pas prévu au moment de commencer l'écriture, mais tant qu'à essayer de faire émerger une vérité ou des vérités, autant y aller à fond et tendre aussi un miroir que je tends à moi-même et que je tends aux autres. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'être à deux endroits. Le texto et le numérique nous permet d'être à 2, 3, 4, 5 endroits en même temps. Donc d'être nulle part. Alors que là, il faut vraiment décider qu'on interrompt, qu'on dit à l'ami je ne suis plus là, je ne suis plus là pour... C'était très compliqué. Et ça l'est toujours aussi compliqué de passer un coup de fil. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas simple de téléphoner. Mais quand je disais que ça fait revivre toute une époque, c'est aussi ce que vous racontez, les nouveaux pères, toutes ces injonctions aussi sur les filles à l'époque, quoi. C'est les années 90. Oui, c'était vraiment le début. Alors, c'était pas du tout le début du féminisme, hein, puisqu'il vient évidemment de bien plus loin. Mais il y a eu un tournant avec cette question des nouveaux pères qui étaient tout à coup obligés, à leur corps défendant aussi parfois, d'assister à l'accouchement, d'aller aux séances d'autonomie. Enfin, je connais tout un tas d'hommes qui y sont allés, mais qui n'avaient pas très envie, mais qui allaient malgré tout pour être conformes à ce qu'on attendait d'eux. Ça modifiait beaucoup de choses dans le bon sens, malgré tout, quand même vraiment dans le bon sens. Mais ça voulait dire aussi, comme je le dis, que les femmes devaient accepter et apprendre aussi à s'effacer davantage, à vivre leurs relations un peu différemment. Ce livre parle beaucoup du couple aussi. Qu'est-ce qu'un couple ? Comment vit un couple aussi, dans la mesure où l'un des deux est à distance ? Comment on est en lien à distance ? Est-ce qu'on s'appelle tous les soirs ? Est-ce qu'on s'appelle 4 fois par jour ? Est-ce qu'on se dit quand je suis pas là, je suis pas là ? Chacun fait comme il peut et
et les deux dans le couple ne sont pas forcément en phase. Je trouve ça tout à fait intéressant d'explorer cette relation-là. J'ai d'autres livres où j'explore aussi cette relation de couple. Et il y a des chapitres qui parlent de la famille aussi. Qu'est-ce que c'est que... Pourquoi, à 35 ans, à un moment, on s'entend appeler sa mère pour lui dire « Maman, j'ai les clés de la maison ». Donc voilà, il y a un chapitre aussi qui regarde de très près et qui pose la question de savoir à quel âge on peut se passer du regard de sa mère, alors qu'on avait l'impression d'avoir une vie très rock'n'roll, voire un peu punk, et que tout à coup, on écoute les Sex Pistols, mais on fait tout comme les parents. Donc on se dit « Oula, il y a quelque chose en moi qui est dans... » Il y a plein de mots, il y a des mots qui disent névrose de classe, il y a tous ces mots-là. Donc j'explore aussi tout ça sur ce sujet, j'ai l'impression que ce que vous explorez, c'est le fait justement, sur toute une vie, ce qui reste, ce qui est inscrit dans une vie, effectivement, le fait que la mère reste la mère, même si on change de milieu, même si on devient écrivain, même si on vit avec quelqu'un de très rock'n'roll, comme vous dites. Le milieu d'origine et la famille et le frère restent pour toujours ce qu'ils sont. Et il faut peut-être l'âge que vous avez aujourd'hui et toutes ces années d'écriture pour arriver à écrire ce livre et à dire tout ça. Sans doute que c'est aussi un état des lieux de ces liens-là. C'est vraiment un livre qui parle du lien. Le lien entre les choses, mais aussi le lien entre les êtres, le lien entre les époques. Je suis une obsédée du lien. Mais en fait, nos vies ne tiennent que parce qu'on est en lien. Nos vies sont folles d'ailleurs, parce qu'on passe notre temps et notre énergie à créer des liens, tout en sachant que ces liens vont se distordre, vont se défaire, vont se réinventer pour finir par se défaire totalement. Donc on est des êtres totalement fous. Mais vous avez parlé de vos livres précédents, et ça aussi c'est une caractéristique, il me semble, de ce livre, c'est que j'ai l'impression que tous les livres précédents sont à l'intérieur, puisqu'on a le livre qui concernait déjà l'événement tragique du décès de Claude, mais on a le livre sur le corps des filles, hein, c'était Avoir un corps. Avoir un corps. Voilà, que je retrouve dans les injonctions constantes sur les filles. Et puis L'amour est très surestimé. Voilà, je n'avais plus le titre, qui aussi explorait les relations de couple. J'ai pas tout relu, tous vos livres, mais je suis sûre qu'en cherchant, on va retrouver tous vos livres. C'était pensé ? Comment vous avez construit ça ? Non, c'est intuitif. Rien n'est vraiment pensé, mais en même temps, on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on traverse, avec le matériau. Il est toujours le même, il s'enrichit, il se modifie, parfois il vole en éclats, il se recompose. Et l'écriture est aussi des photographies successives de ces états successifs, sans doute. Et c'est une belle histoire de couple, vous l'avez dit, effectivement, puisque vous racontez un couple qui se repère très jeune à l'intérieur d'une cité HLM et qui va faire un bout de route comme ça, très, très rock'n'roll. Qu'est-ce qui fait que tous les deux, très jeunes, ça, au fond, vous dites pas, lui est passionné de rock et vous de littérature, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces deux passions comme ça qui naissent très, très tôt et qui font que vous vous retrouvez, il me semble? Ouais. Alors, je ne sais pas trop répondre à ça. Ce que je dis à un moment, dans un des chapitres, c'est un chapitre que je n'ai pas gardé, parce qu'il y avait en fait... Au fait, le livre fait 200 pages. Au départ, il y avait 400 pages. Il y avait une deuxième partie. Là, c'est le compte à rebours de 20 ans en arrière jusqu'à l'accident. Puis j'avais écrit depuis l'accident jusqu'à aujourd'hui, avec une deuxième partie qui parle vraiment du deuil, et qui va vraiment. Qui parle des amis, qui parle de pourquoi je suis vivante aujourd'hui, grâce à quoi, grâce à qui, voilà. C'est aussi un livre qui était un peu comme une ardoise. Et puis, au moment de publier, c'est-à-dire 3 jours avant, en fait, je me suis dit que la deuxième partie... En fait, j'imaginais les deux parties comme un livre. 20 ans avant,
20 ans après. Et puis au milieu, il y avait une dizaine de pages blanches. Parce que la déflagration, je ne suis pas sûre que l'écriture soit capable de la dire. Je pense qu'il n'y a rien qui peut le dire. Donc voilà. Donc j'avais ce concept-là comme un concept plastique. J'avais construit le livre de cette façon. Peut-être aussi parce que je ne pouvais pas rester après l'accident. Donc j'ai travaillé pendant 2 années pour écrire la deuxième partie. Et puis au moment de publier, je me suis dit mais c'est un autre livre, c'est autre chose, c'est pas maintenant, c'est pas. C'était trop tôt. Même si ça fait 20 ans, c'était trop tôt. Donc j'en ai parlé à mon éditrice, j'osais pas lui dire, et je crois qu'elle n'est pas là ce soir. Elle sait tout ça. Et voilà, j'ai dit mais non, je me sens pas. Donc on s'est contenté de cette première partie, ce compte à rebours, et puis j'ai réintégré deux petits textes de la fin qui venaient de la deuxième partie pour pas qu'on reste. On pouvait pas rester. On pouvait pas rester. C'est l'histoire d'un homme qui tombe, c'est l'histoire d'une chute. On pouvait pas rester comme ça, et surtout pas moi. Et voilà. Et donc, dans cette deuxième partie, je parle du lien que Claude avait à la musique et d'où ça lui venait et comment. Voilà. Donc, très jeune, il écoutait notamment Bernard Lenoir, Feedback sur France Inter. Je pense qu'il y a sûrement certains d'entre vous qui écoutaient Bernard Lenoir. Il lisait des critiques de Mishka Assayas, d'Arnaud Vivian et de J.D. Bonvalet dans les Inrocks. Voilà, j'ai la collection des Inrocks depuis les premiers numéros à la maison qui sont là et qui sont là, justement. Ça fait partie des objets, des traces et des signes forts dont je parlais tout à l'heure. Et comme il arrivait, là j'en parle vraiment dans ce livre, à la maison avec des albums qu'il avait écoutés pendant la journée, puisqu'il était à la fois critique rock, c'était son travail, il collaborait notamment avec Le Monde, et aussi il dirigeait la discothèque municipale de Lyon. Forcément, il avait un accès permanent à cette musique-là, donc il me faisait partager beaucoup de choses. Moi, j'étais attirée beaucoup par l'écriture et par les écrivains. Et d'ailleurs, quand nous avions une vingtaine d'années, au moment, enfin moi j'étais plus jeune, mais au moment où les radios deviennent libres, on crée une émission de radio où lui fait la bande son et où moi je parle d'un écrivain. Et je me disais ça, je le raconte pas, mais ça me fait penser à ça. Et cette émission s'appelait Fin de siècle. Et je me suis dit ça il y a pas longtemps. Je me suis dit c'est fou quand même ce mot fin de siècle qui était la fin de siècle. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça vient d'où, aussi bien vous que Claude, dans ces milieux qui ne me paraissent pas très cultivés, d'où vient votre passion et pour la musique et pour les écrivains? Mais je ne sais pas, parce que quand j'étais adolescente, je ne lisais pas ou très peu. Enfin, je lisais ce qu'il fallait les lire de façon obligatoire pour le collège. Je n'ai pas fait d'études de lettres ensuite. J'ai travaillé tout à fait par hasard dans une librairie, donc c'est là que c'est arrivé. Moi, j'avais déjà 21-22 ans. C'est arrivé à ce moment-là, le lien à la littérature. Et Claude, lui, ce qu'il a sauvé, c'est ce qu'il disait. Il disait souvent que c'était la poésie, c'était l'anglais, l'apprentissage de l'anglais. Et entre l'anglais et la musique rock et la langue anglaise, il y a quelque chose quand même qui est très, très fort. Et puis sans doute, je pense véritablement qu'il y a un lien à l'Algérie et à la violence de la guerre d'Algérie, dans laquelle il est né et qui a, à mon avis, généré quelque chose qui a fait un écho à la violence que peut canaliser la musique rock. J'avais un projet que je ne pourrais pas faire, hélas, qui était de faire un livre avec 3 musiciens rock, Rachid Taha, qui est là, c'est mort, donc voilà, Étienne Dao et Philippe Pascal du groupe Marquis de Sade. Et le point commun des 3, c'est qu'ils étaient nés quasiment au même moment en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. 2 étant français d'Algérie et le 3e algérien d'Algérie étant venu vivre en France.
Et la question que je me posais, et qui est vraiment une question passionnante et que j'ai étudiée de près dans les textes et dans leur musique, était de voir comment cette violence générée par la guerre d'Algérie, transmise par la génération précédente, mais dans ce qu'ils avaient vécu, eux, véritablement en étant enfants, comment ça avait infusé dans leur musique et dans leurs textes. Et Étienne Dao commence à en parler un peu, et puis Rachid et Philippe Pascal sont morts il n'y a pas longtemps, donc il n'y aura pas. Mais ça faisait vraiment écho à Claude et à sa façon de vivre. En tout cas, vous transmettez bien dans ce livre, je trouve, l'énergie que vous avez tous les deux, cette énergie qui effectivement vous pousse à tout lire, à tout écouter, à partir à Londres, à faire tout un tas de trucs. Mais ça se transmet dans l'écriture. Il y a un rythme dans ce livre. Il y a sans doute quelque chose d'électrique. Parce qu'au départ, il y a un lien à la colère, quand je parle de la maison et du fait de devoir me retrouver dans cette maison avec tout à construire. Et avant de construire, je passe par une phase de destruction, mais des éléments. C'est plus facile. Au moins, on peut détruire, on peut arracher des mauvaises herbes, on peut agir de façon violente contre des éléments, avant la phase où il est possible de rénover véritablement les lieux. Qu'est-ce que vous allez faire de la partie du livre que vous avez supprimée ? Je sais pas. Je pense que je vais pas. Je pense pas que je vais. Enfin, je sais pas. Je pense pas que je vais la publier. Il fallait sans doute que je l'écrive pour rééquilibrer quelque chose. Mais vous faites souvent ça ? C'est pas très grave. De laisser dans un tiroir. Ouais, c'est pas forcément très grave. Ouais. Je verrai. Vous nous lisez un autre extrait ? C'est le chapitre 14. Pourquoi Tadao Baba, l'ingénieur japonais qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence ? Comment aurais-je pu imaginer que le Japon, pays où je n'ai jamais mis les pieds, éloigné de mon centre névralgique de presque 10 000 kilomètres, allait décider de la suite de mon existence, ou plutôt allait la broyer, par l'intermédiaire d'un constructeur parmi les plus prestigieux au monde et de l'ingénieur à l'origine de la création de la fameuse Honda 900 CBR Fireblade, lame de feu, sur laquelle Claude roulait le jour de l'accident, Tadao Baba. C'est un pays que nombre de mes amis français vénèrent. Certains d'entre eux vivent même à la japonaise, préférant les tables au ras du sol, les baguettes aux fourchettes, épousant parfois les préceptes du shintoïsme, ainsi que des femmes japonaises qui, il faut le reconnaître, sont d'un raffinement troublant. C'est un pays dont j'ai lu une partie de la littérature, dont je connais l'histoire récente et dont je comprends que Philippe Forest, dans Sarinagara, qui signifie en japonais « cependant », est envisagé un puissant écho entre le deuil intime autour duquel il écrit et le deuil collectif d'une nation en partie massacrée par la bombe atomique. C'est un pays qui force le respect, dont le code d'honneur est une leçon donnée à la terre entière, ainsi qu'une porte ouverte sur l'effroi, et dont l'avance technologique nous a sidérés. Les musiciens et les motards le savent, qui ont acheté Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Sony, Casio, Hitachi, vénérant les marques qui leur ont donné le son, la vitesse, la précision, le grand frisson. Chacun sait comment le synthétiseur Yamaha DX7 a révolutionné la musique pop des années 80, all around the world. Claude n'avait évidemment pas échappé à la règle que quand il avait acquis son premier clavier, Sequential Circuit, dont je parle aux premières pages de ce livre, était une société américaine rachetée par Yamaha. J'aurais aimé rencontrer Tadao Baba, l'ingénieur nippon à l'origine de la création de cette impressionnante moto. J'ai cherché à voir son visage par tous les moyens. J'ai découvert un portrait qu'il affiche, souriant, plein de charme, une cigarette à la main et les dents un peu jaunies, dans sa soixantaine éclatante. J'ai même trouvé des t-shirts à son effigie, belle gueule, mèche, poivre et sel, photograph by Roland Brown et inscription en capital, bas, 50% coton, 50% polyester blend, soldé à 14,91 € sur le site de vente Pixels Shopping. En parcourant le site, je trouve aussi cette même photo de Tadao Baba
Honda Fireblade Designer, imprimé sur une gamme entière de produits dérivés. Coffee mug, bath towels, tote bag, spiral notebooks, shower curtains, duvet covers, yoga mats, iPhone cases ou greeting cards. J'en déduis que Baba est une star. Je reste sidéré. Un rideau de douche à son effigie tout de même. Honda lui avait demandé de créer la Honda 900 CBR Fireblade pour la compétition. L'idée avait été d'imaginer un 4 cylindres en ligne capable de prendre la relève de la légendaire Honda d'endurance RVF 750 pour concourir aux 8 heures de Suzuka, la célèbre course près de Kyoto. J'ai dû vérifier ce que signifiait cylindre en ligne, même si je me doutais que c'était des cylindres alignés. Oui, quand même. Et je l'atteste. Par la même occasion m'est revenue à l'esprit cette histoire de carburateur flingué, le titre de ce dernier livre que Claude était en train de lire, et j'ai eu la confirmation que cette même Honda 900 était bien équipée d'un carburateur et non pas d'un moteur à injection électronique, comme c'est le cas de nos jours pour pratiquement tous les véhicules. Pardon d'entrer ainsi dans les détails. Il a été demandé à Tadao Baba de réaliser une moto dont les qualités en termes de freinage et de maniabilité seraient inédites. Une machine aussi intuitive dans ses réactions qu'une moto de course, mais correspondante à une fabrication de grande série. Je garde volontairement les termes utilisés sur l'historique de la firme Honda, validé par le service communication de la plus haute instance, pour que vous puissiez juger de la subtilité et de l'élégance du langage. Ce qui signifie, dans un énoncé plus trivial, fabriquer une moto de course sous des allures de routière. Cela s'appelle un leurre, cela s'appelle le génie marketing, celui dont il faut faire preuve pour rester très haut placé dans la compétition mondiale. On dit que Tadao Baba n'était pas un ingénieur comme les autres. Entré chez Honda à 18 ans en 1962, la marque n'avait alors que 10 ans d'existence. Il n'a pas suivi un parcours classique. Il a appris son métier sur le tas, ce qui est sans doute la meilleure des écoles, et a d'abord fabriqué des culasses et les vilebrequins de petites cylindrées, jusqu'à développer les techniques les plus innovantes. On dit qu'il essayait lui-même ses modèles, qu'il était un homme impétueux et qu'il chutait parfois en essai sur ses CBR, qui devaient l'envoyer au sol comme un cheval son chevaucheur au cours d'un rodéo. Il s'était vraiment construit une légende. Sauf que Tadao effectuait ses essais sur des pistes protégées, réservées à cet usage, et non pas, comme ce fut le cas pour Claude, le mardi 22 juin 1999, sur un boulevard du centre-ville, très emprunté. Tadao Baba était aussi un poète, d'un genre inspiré et subtil, aérien et elliptique, à la japonaise. Il avait fait graver à l'intérieur gauche du carénage du modèle 900 CBR, particularité de ce fameux modèle 1998 sur lequel Claude roulait, « For the people who want to know the meaning of lightweight », qu'on peut traduire ainsi, « Pour ceux qui veulent savoir ce que légèreté veut dire ». Tous les sens du mot légèreté. Comme on fait graver des initiales à l'intérieur d'une bague de mariage, en toute discrétion. Merci. Il est étonnant ce passage. On vous voit enquêter. Vous avez vraiment fait comme ça? Vous avez enquêté sur Internet pendant des jours pour chercher toutes ces infos? Ouais, j'ai enquêté. Je suis allée auprès de concessionnaires. J'ai demandé à des amis qui étaient des motards chevronnés. Je suis allée sur des sites de discussion parce qu'en fait, en 1999, quand cette moto était encore en circulation, elle était en circulation jusqu'en 2004. Comme c'était avant Internet, il n'y avait pas de site de discussion. Donc c'était difficile de trouver des traces. Et en fait, j'ai essayé, moi, de poser des questions en prenant un pseudonyme. Donc je m'appelais Carburateur Flingué et j'ai essayé d'entrer en conversation avec des motards parce qu'on m'avait dit qu'il y avait eu beaucoup d'accidents sur ces motos-là, que c'était ce qu'on appelait, entre guillemets, enfin non, je ne le dis pas parce que c'est un terme qui est vraiment trivial. Et ce qui a été totalement fou, c'est que je n'ai jamais eu de réponse. Donc j'avais l'impression qu'il y avait un modérateur sur le serveur qui devait faire en sorte que ça ne se sache pas. Parce que maintenant, ça fait 20 ans
Et donc, il n'y a pas vraiment de traces qui sont restées. Et ça a été très compliqué pour moi, en menant l'enquête, d'avoir des choses écrites qui certifient des documents commerciaux, en fait, enfin des documents secrets, enfin je sais pas comment dire, qui certifient que la moto était interdite au Japon et réservée à l'exportation. Je le sais, c'est sûr, c'est absolument avéré, mais les documents, je n'ai jamais pu les avoir. Donc c'était assez compliqué. On a pas mal parlé avec mon éditrice aussi, en disant, bon, on n'a pas les documents, on le sait, mais on est autorisé à le dire quand même, mais on se protège si jamais... voilà. Certains amis m'avaient dit que je pouvais peut-être envisager de faire un procès à la Firmonda, mais il était hors de question que je m'embarque dans ce genre d'aventure dans ce genre d'aventure. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne d'un coup une autre dimension au livre, et vous en arrivez finalement à parler de sujets dont on parle beaucoup depuis le Covid, notamment, c'est-à-dire les absurdités multiples de la mondialisation, comment des choses. Et alors, quand on lit votre livre, on va suivre la moto dans les containers, sur les bateaux, on va suivre le trajet complètement délirant quand même, jusqu'à la ville de Lyon. Et voilà, et comment des objets dangereux conçus quelque part vont être exportés, non pas avant. Et ça, c'est intéressant parce que je pense, alors je disais qu'on retrouvait tous vos livres précédents, par contre, cet aspect politique, frontal, il me semble que c'est nouveau dans votre travail. Alors moi, j'ai l'impression que ce travail-là a toujours été à l'œuvre de façon peut-être moins visible. Mais dans certains romans, j'ai essayé de travailler sur la notion notamment de manipulation des masses. Dans un roman qui s'appelle Une année étrangère et dans un roman plus récent qui s'appelle Jour de courage, où j'ai essayé de regarder. Ouais. Jour de courage, en fait, c'est l'histoire d'un lycéen qui doit faire un exposé sur les premiers autodafés nazis au grand chapitre du nazisme. Et lui choisit un angle un peu particulier parce qu'il se rend compte que le premier autodafé nazi a été perpétré envers un institut, l'institut qui a été fondé à Berlin par Magnus Hirschfeld, un institut de sexologie. Et donc cet institut avait la particularité, enfin Magnus Hirschfeld, ce médecin précurseur, avait la particularité d'avoir œuvré à partir du début du XXe siècle, en 1919, donc il y a plus d'un siècle, pour l'égalité homme-femme et pour la défense des droits des homosexuels. Et ce jeune homme, en faisant son exposé autour de Magnus Hirschfeld et des autodafés, faisait, sans jamais dire je et sans jamais parler de lui, ce qui pouvait ressembler à un coming out. Ce qui générait dans la classe tout un tas de réactions enfin voilà. Donc pour moi, c'est très important de voir aussi comment le citoyen allemand était tout à fait au courant de ce qui était en train de ce que Goebbels était en train de fomenter et de mettre en place, et comment finalement, puisque ça a commencé en 30, le 10 mai 1930, et comment finalement ça n'a pas empêché que quelques années plus tard, il accède au pouvoir. On voit ce qui se passe en ce moment, c'est totalement sidérant, mais on est tellement sidéré qu'on a du mal à lutter contre. Et dans Une année étrangère, c'était l'histoire d'une jeune fille qui vivait au pair dans une famille en Allemagne et il y avait 2 livres très importants. Elle avait un prétexte pour sortir de la famille et pour aller à la bibliothèque pour lire La montagne magique de Thomas Mann, qui lui permettait d'améliorer sa langue allemande. Et dans la famille, elle trouve planqué quelque part un exemplaire de Mein Kampf qu'elle commence à lire. Et elle écrit à son amoureux certains passages qui lui paraissent édifiants. Et dans ce livre-là, dans Mein Kampf, il y a tout un passage au début du livre qui s'appelle « Comment manipuler les masses ».
Et quand vous lisez ce chapitre-là, ces quelques pages, c'est sidérant. C'est comment on modifie les programmes d'histoire géo, comment on modifie l'enseignement du français, comment on supprime des heures ici, des heures là, la suprématie du discours sur la langue écrite, comment on rachète la presse, enfin, c'est un manuel. Hein. C'est vraiment sidérant. Donc ça quelque chose qui me fascine beaucoup et que j'essaye de travailler dans l'écriture, mais en passant de biais comme ça, sans que ce soit vraiment directement visible. Et puis il y a quand même le livre Un loup pour l'homme qui remet en perspective voilà, les enjeux liés à la guerre d'Algérie, et là aussi la grande manipulation et le conditionnement des appelés qui arrivaient là-bas sans savoir ce qu'ils attendaient, qui n'avaient absolument rien contre le Félaga ou le révolutionnaire sur place, le rebelle, mais que l'armée petit à petit allait conditionner pour qu'il ait envie de, entre guillemets, ce qu'on appelait à ce moment-là casser du Félaga, pour pas dire casser de l'arabe. Donc c'est des choses qui me bouleversent beaucoup et qui sont à l'œuvre et que j'essaye d'explorer. Et dans ce livre-là aussi, jusqu'à ce Tada ou Baba. Et là, après, on ne peut pas tout lire, mais le livre, il change dans son rythme et dans sa structure. Je trouve intéressant. Donc, vous examinez tous les si. Et puis ensuite, il y a autre chose, c'est la journée, la dernière journée de Claude. Et là, c'est une espèce d'enquête minute par minute. Là, le rythme du livre change. Alors là, on est sur autre chose. On est sur ce que j'appelle, moi, la boîte noire de la dernière journée. Parce qu'en fait, tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire ce compte à rebours depuis 20 ans, c'est quelque chose dont j'ai été le témoin, plus ou moins directement, mais dans lesquels j'ai été impliquée. Par contre, la dernière journée, je ne suis pas là. Et ce qui m'a posé problème dans l'écriture du livre, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si je pouvais me permettre, s'il n'était pas inconvenant d'entrer dans cette dernière journée que j'ignore, puisque j'étais à Paris. Mais pour autant, j'ai eu beaucoup d'indices d'horaires, de lieux, de tout un tas de choses qui se sont avérées, que je savais, et aussi par un témoin particulier qui est la personne, collègue de travail et ami, avec qui Claude a déjeuné le 22 juin, qui m'a donné quelques éléments. Et donc, je pouvais évidemment reconstituer le trajet, qui était un trajet tout à fait habituel entre le lieu de travail et la maison. J'ai beaucoup enquêté aussi, ça n'apparaît pas vraiment dans le livre, quoique, je ne sais plus, autour de l'accidentologie. Et il s'avère que les accidents graves ont, je ne sais plus combien de pourcents, mais sont dans un fort pourcentage, concernent les trajets les trajets quotidiens, en fait, les trajets qu'on fait quasiment les yeux fermés. Mais là, c'était sur une moto dont Claude n'avait pas la maîtrise. Et donc, ce dernier jour, ce jour de l'accident, évidemment, au niveau du temps et du rythme, je me suis rendu compte après que je fais tout pour que ça n'arrive pas. Je crois que j'ai écrit le livre, en fait, pour donner à l'histoire une façon de se terminer autrement, donner une chance à tout ça, de trouver une issue. Il y a plein d'issues de secours, en fait. Et après, je me suis dit, mais oui, mais c'était peut-être une façon de permettre d'échapper. Donc la dernière journée, elle s'étire. Alors ça va très vite, mais dans l'écriture, elle s'étire parce que c'est impossible d'arriver au point de la chute. Vous nous lisez un dernier extrait ? Le désir de se changer en aventurier surgit un mardi matin à 8h30 et intime à Claude une suite de transgressions. Soit, ce n'est pas Mad Max, c'est moins spectaculaire, c'est un genre d'équipé sauvage pendant les heures d'école. Claude l'élégant, le raffiné, le discret,
le modeste. C'était son autre visage, sa face B. Je l'aimais aussi pour cela. La logique des autres est un mystère. Ce qui se passe dans leur cerveau fait penser, parler, écrire pendant des années. Comment change-t-on une attitude raisonnable, prévisible, qu'on peut nommer adulte, en une attitude transgressive et fantasque? Qu'est-ce qui fait de soi un petit bourgeois à un moment, qui contracte un prêt immobilier à la banque, un bon père de famille et un punk à un autre, prêt à en découdre, à tout saloper? Il fait trop chaud, n'y va pas. Ne monte pas la pente. Ne sens-tu rien qui te menace? Claude a parcouru les 600 mètres. Je viens de vérifier sur Google Maps jusqu'à la nouvelle maison, ou maison des Merciers. Casque sous le bras, perfecto sur le dos. La pente est raide. Il marche avec la jambe droite légèrement rentrée, ce que j'avais remarqué quand j'avais 17 ans, la première fois qu'il était venu me chercher au lycée sans sa moto. Cela nécessite un effort. Il faut être déterminé pour monter une pente aussi pénible que la montée du Belvédère. Il faut l'avoir décidé. Il avance, il peine un peu, peut-être même qu'il s'arrête en route et qu'il reprend. Je ne l'imagine pas, je vois flou. Quelque chose cloche. Il a détaché la 900 CBR qui attendait dans le garage, ce lieu obscur et inhospitalier dans lequel n'avait pas encore été installée la baie vitrée que j'ai fait poser des années plus tard. Il a chevauché la moto, a sans doute eu du mal à déplacer les 183 kilos, 3 fois son poids, même si Tadao Baba s'était vertué à obtenir une cylindrée ultra légère. Il fallait tout de même savoir la manier. Il l'a démarré, démarreur électrique, info vérifiée. Mais comment a-t-il eu les clés? Et je ne parle même pas des papiers. Les clés, j'insiste lourdement. Il se les est procurées comment? Je n'ai pas le souvenir que mon frère, à moins que... Si j'avais téléphoné la veille au soir, depuis mon canapé parisien, quelque chose dans ma voix l'aurait-il empêché de prendre la moto? Il n'y a que de mauvaises questions. C'est magnifique ce passage. Mais c'est là aussi qu'on voit que ce livre, c'est aussi un portrait finalement. C'est le portrait d'un garçon. Ouais, c'était pas le projet. Enfin, je sais pas exactement quel était le projet, mais oui, sa silhouette, sa voix, son allure émerge petit à petit et puis traverse le livre. Et je me suis rendu compte finalement que c'était un livre d'amour. C'est un livre qui parle de cet homme, qui parle de cette traversée qui était quasiment d'une vingtaine d'années ensemble. Et je ne sais pas trop en dire davantage, mais oui, c'est un portrait. C'est un portrait, mais qui n'était pas voulu, qui n'était pas décidé. C'est un portrait qui me permet de passer beaucoup de temps avec lui. Et c'est un portrait un peu comme un portrait chinois, on dit, je crois. C'est chaque fois un morceau de musique qui nous indique quelque chose sur Claude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de musique, mais la musique émerge comme elle émerge dans nos vies, c'est-à-dire qu'on vit, et puis tout à coup nous fait émerger une parole de chanson. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on est là, puis tout à coup on fait ça, et puis on pense à une chanson d'Iggy Pop parce que il y a... j'ai plus les paroles là en tête, mais I Wanna Be Your Dog et la rythmique avec le petit tesson de bouteille et le moment de démarrer Should I Stay or Should I Go des Clash. Et à chaque circonstance de l'existence, il y a forcément un moment une chanson, un morceau de musique qui arrive et qui vient rythmer, qui vient accompagner, qui vient soutenir, qui vient électriser l'ensemble. Et la musique est vraiment est essentielle, elle traverse tout le livre. Au départ, je voulais, mais finalement je ne l'ai pas fait, puis je n'ai pas pris ce temps parce que de faire une bande son, de faire peut-être un site avec un lien. Puis je me suis dit que le lecteur pouvait tout simplement aller
lui-même. Il y a un chapitre qui est, où j'ai essayé d'imaginer aussi, qui est à la limite de la folie, mais écrire, c'est organiser la folie, c'est la borner, donc tout va bien, mais où j'imagine aussi quel morceau de musique il a écouté, il aurait écouté avant de quitter le bureau, tout en sachant que nos vies tiennent parfois à 30 secondes. Donc c'est là que écouter avant de partir du bureau Coldplay, Don't Panic de Coldplay, c'est 3 minutes 14. Et écouter Dirge de Death in Vegas, c'est deux morceaux qui sont, enfin deux albums qui sont parus au printemps 99. C'est évidemment pas tout à fait le même timing. Et là, par contre, je suis dans un pur délire parce que je n'en sais rien. Mais j'ai besoin de m'accrocher à des choses que je rends, moi, très concrètes et très réelles. Mais si ça se trouve, je suis très loin de ce qui a pu se passer à ce moment-là. Mais comment vous vous souvenez de tous ces morceaux de musique? Moi, j'ai tout oublié. Ah, mais non, mais parce que moi, Non, c'est marrant, vous Ah avez oui. cherché, comment vous avez travaillé? Parce qu'il y en a plein, on ne va pas tout citer, tous les titres Non, mais, qui traversent le livre, mais je ne sais pas. parce qu'ils sont encore très présents. Alors, pour ce qui concerne la musique, moi, j'ai été dans l'incapacité d'écouter de la musique les 3 ou 4 années qui ont suivi parce que c'était trop émotionnellement violent. Et ce qui m'a rassurée, c'est que d'autres écrivains, là encore, Marguerite Duras, j'avais lu dans une interview de Duras qu'elle disait qu'à un moment de sa vie, elle était incapable d'écouter de la musique parce que c'était trop dur. Donc, elle est restée sans écouter de musique. Et même quand je pénétrais dans un supermarché ou sur une aire d'autoroute, je me rappelle la première fois, c'est sur une aire d'autoroute où tout à coup, il y a un morceau de David Bowie. Je me rappelle de ça, c'était le premier... et c'était vraiment très difficile, ou dans un supermarché. Et puis petit à petit, j'ai appris à réapprivoiser la musique, parce que la musique me parle vraiment de lui. Et maintenant que je suis, je vais dire, sortie peut-être du cercle de feu, je ne sais pas comment on dit, enfin, il y a beaucoup de métaphores autour du feu, je peux repasser par là et réapprivoiser et sans que ça me fracasse trop. Et puis moi, j'ai continué à écouter beaucoup et à aller au concert énormément. Le deuil est quelque chose de très étrange, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est comme si j'étais devenue lui. Et aujourd'hui, je travaille ça fait pas mal de temps que je travaille avec beaucoup de musiciens, et je me suis rendu compte que c'était l'endroit où je me sentais bien. D'être en compagnie de musiciens, le rapport à la scène, aux guitares, les amplis, les micros, tout le machin, les jacks, tous ces trucs-là, j'aime beaucoup ça. Voilà. Merci Brigitte Giraud pour cette rencontre. Si vous voulez poursuivre cette conversation, Brigitte Giraud sera dans le hall tout à l'heure. Merci à vous pour votre écoute et merci à la Maison de la Poésie de permettre ce genre de rencontre. Merci Sylvie, merci à vous.